Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Carinco. Donc, Philippe Carinco, vous êtes tout nouvellement nommé responsable du service d'hygiène du CHU de Nice. Vous conservez un temps partiel au sein du CH de Hyères et vous êtes également membre du CEPIAS, donc je n'ai pas donné la déclinaison tout à l'heure, qui est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins en PACA, si je ne me trompe pas. Et vous avez également contribué à l'élaboration d'un guide régional de l'éco-nettoyage, qui est coordonné par l'ARS, qui a été coordonné par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si j'ai dit des bêtises, vous pourrez revenir sur ces points-là. Avant de vous donner la parole, comment va se dérouler ce webinaire? Eh bien, vous allez intervenir pendant 40-45 minutes. À l'issue de votre intervention, Marion et moi-même, nous prendrons les questions ou les remarques des participants. Donc, vous pouvez les formuler dans les questions-réponses. Vous étiez 85 inscrits, à présent vous êtes 47. Et pour savoir de quel secteur vous venez, afin que M. Carinco éventuellement adapte ses propos, eh bien, je vous propose un petit sondage que je vais lancer et il vous suffira d'y répondre sur votre ordinateur. Alors, voilà, c'est parti. Et donc, c'est pour tout simplement connaître votre profil, si vous êtes plutôt du milieu hospitalier, petite enfance, en PMI. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je vous laisse encore quelques secondes. Et je vous propose de partager. Alors, Marion, peux-tu nous faire un petit récapitulatif des réponses? Eh bien non, car je ne les vois pas. D'accord, alors je vais tenter de le faire. Donc, vous êtes principalement du milieu hospitalier, ensuite du milieu de la petite enfance. Quelques-uns d'entre vous travaillent en tant que libéral, des collectivités locales et un tout petit peu du médico-social. Merci de votre participation. Et Monsieur Carinco, si vous êtes d'accord, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à rectifier mes propos introductifs si j'ai dit des bêtises. Merci, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas dit de bêtises. Je suis médecin hygiéniste donc au CEPIAS PACA, au CHU de Nice et au CH de Hyères. Et j'ai l'honneur donc de pouvoir vous parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est la façon de faire l'entretien des hôpitaux. Est-ce que vous m'entendez bien? Retour. Bon. Oui, on vous entend. Ok, alors je continue. Pourquoi ce terme éco-nettoyage? Il faut savoir qu'on vient d'un monde où le terme qui est utilisé le plus souvent dans le monde hospitalier, je vais essayer d'être plus large que le monde hospitalier, bien sûr, dans mes explications. Mais c'est vrai c'est là qu'on apprend les techniques, qu'on apprend les raisons, les motivations de l'entretien des locaux. Et dans le domaine de la petite enfance, il y a quand même un enjeu sanitaire important. Donc, le terme qu'on emploie le plus souvent est le terme bio-nettoyage. C'est un terme qui est né en 90 et qui, en fait, à l'époque, n'avait rien à voir avec le biologique, mais au contraire, tout avec l'utilisation de désinfectants, parce que le bio-nettoyage consistait très officiellement à faire l'entretien des locaux et des surfaces en particulier en 3 temps. D'abord par une détergence, puis une désinfection, puis un rinçage. Vous voyez, il fallait ces 3 temps pour parler de bio-nettoyage. Mais aujourd'hui, on utilise toujours ce terme en pensant que c'est un nettoyage des hôpitaux, donc un nettoyage appuyé. Alors, vous allez voir qu'on n'est plus dans ce contexte aujourd'hui et qu'il fallait trouver un autre mot, un autre nom qui corresponde mieux à notre idée, à nos idées. C'est pour ça qu'on l'a appelé éco-nettoyage. Alors, l'éco-nettoyage est responsable, on va voir d'abord la partie environnementale de la question, est responsable premièrement de la plus grande quantité d'intrants dans les effluents hospitaliers, dans les effluents en général où on fait du nettoyage,
puisque de toutes les matières qu'on peut mettre dans un égout, c'est quand même les produits de nettoyage, les détergents et les détergents désinfectants qui sont la plus grande quantité. On le sait d'autant plus qu'aujourd'hui, la pratique dans les hôpitaux nous montre, et y compris dans les EHPAD, nous montre qu'il y a une majorité d'utilisation de désinfectants, y compris dans les endroits où ce n'est demandé par personne, comme les sols. Donc aujourd'hui, 3/4 des établissements utilisent des désinfectants. En tout cas, c'était vrai au moment de cette étude en 2015. L'enjeu donc porte sur ces rejets, d'abord sur ces rejets liquides de produits, puisque la plupart de ces produits vont atterrir presque tous dans les égouts après leur utilisation. Et vous voyez que les volumes peuvent être importants, puisque pour 1000 lits, c'est entre 5 et 10 mètres cubes de détergent, 2 à 4 mètres cubes de désinfectant et 7 à 10 mètres cubes de savon, sans compter la lessive qui va être utilisée bien sûr pour d'autres usages, y compris d'ailleurs l'entretien des bandeaux et des textiles de nettoyage, et puis les lave-vaisselle. Alors ces effluents hospitaliers, ces égouts, ont été étudiés depuis les années, fin des années, on dirait 90, sur un certain nombre d'établissements, et on a pu toujours avoir des phénomènes identiques dans ces études. Tout d'abord, une grande volumétrie de liquide, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'eau à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas que le ménage, il y a énormément de fonctions techniques et de soins qui nécessitent des grandes quantités d'eau, et ça en va de 4 à 10 fois plus de volume d'eau par jour qu'un lit qu'à la maison, pour une personne. Ensuite, étonnamment, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de microbes à la sortie des égouts hospitaliers, puisqu'on pense qu'il y a des microbes à l'hôpital. En réalité, c'est un contresens, c'est l'inverse qui se produit. Il y a beaucoup moins de concentration bactérienne dans un égout hospitalier que dans un égout urbain, et on peut comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a des produits qui sont ces fameux intrants liés aux méthodes d'entretien, donc des désinfectants, mais aussi des antibiotiques qui viennent détruire la flore bactérienne à un point qu'on a 1000 à 10 000 fois moins de bactéries par millimètre cube. Alors vous allez me dire, tant mieux finalement, c'est une sécurité, qu'il n'y a pas tant de microbes que ça, mais en réalité c'est encore une faussité, puisqu'on a absolument besoin d'une population bactérienne en bon état pour pouvoir épurer. L'épuration en France, elle est de nature biologique, et ce sont les bactéries qui sont chargées d'épurer nos effluents. Et enfin, un dernier point, c'est la toxicité importante sur les milieux. Et quand je vous ai dit que les bactéries étaient moins nombreuses, celles qui y persistent sont résistantes justement, en particulier aux antibiotiques. Donc, la problématique de biodégradabilité de ces effluents est très particulière au niveau des hôpitaux et au niveau des endroits où on utilise des détergents en quantité importante. C'est que la plupart d'abord des désinfectants ne sont pas biodégradables, puisque justement les bactéries ne peuvent pas s'y attaquer vu qu'elles meurent à leur contact. Et le deuxième aspect de la biodégradabilité, lui, est particulier, et il dépend de la nature des détergents que l'on a introduits dans notre égout, dans notre effluent. Il se trouve que les détergents en Europe, pour être vendus, doivent être biodégradables au minimum à 60% en 28 jours et en présence d'oxygène. C'est-à-dire en gros dans les stations d'épuration, parce que les stations d'épuration sont oxygénées pour permettre à des bactéries aérobies, c'est-à-dire qui fonctionnent en oxygène, de fonctionner et de faire leur travail. Et il se trouve que cette exigence, qui est normalement respectée pour tout ce qui est vendu, permet toutefois que 40% du produit donc, ne soit pas épuré et retourne au milieu sans épuration, ou le milieu naturel, les rivières et les lacs, les fonds des rivières et des lacs, dans lesquels il n'y a pas d'oxygène et où la dégradation sera beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile. Les eaux usées hospitalières, je suis obligé de beaucoup parler d'hôpital parce que c'est là qu'on a le plus de données. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien par ailleurs, on connaît les égouts urbains, mais on n'a pas fait d'études particulières, bien sûr, sur les égouts de crèche, ou sur d'autres types d'égouts, et encore moins sur les égouts d'EHPAD, il y en a très peu. Donc aujourd'hui, on dispose de données qui sont issues d'études très particulières, spécifiquement réalisées pour des hôpitaux, des nouveaux hôpitaux, et on a pu donc déterminer que dans les égouts hospitaliers, mais c'est vrai aussi dans les endroits où on travaille comme à l'hôpital, il faut le voir comme ça, c'est un endroit où on travaille avec les mêmes produits qu'à l'hôpital, eh bien, on observe une forte concentration de ces produits de désinfection qui sont à la fois des détergents et des désinfectants, qui s'appellent les ammoniums quaternaires, qui sont le principal composant de tous les détergents désinfectants hospitaliers qu'on utilise dans l'entretien des locaux. C'est ce qu'on voit sur cette plaque. Bien sûr, on peut mesurer des médicaments dans les eaux usées de l'hôpital, c'est la partie gauche du schéma. Ils sont fréquemment retrouvés, mais par contre, la concentration, et c'est la ligne du bas, c'est la ligne de concentration, est très élevée pour les détergents, ce qu'ils appellent ici les anioniques et les non-anioniques, que vous voyez en haut, pour le paracétamol, parce qu'on en trouve partout en quantité très importante, y compris dans l'eau de baignade en mer
dans l'eau des rivières, même dans l'eau que vous buvez, parce qu'on en consomme beaucoup, on en produit beaucoup, et ce n'est pas les hôpitaux qui sont dominants dans cette consommation, bien entendu. Et puis, comme vous le voyez également sur cette plaque, c'est que ne sont pas détectés, par contre, à l'échelon tellement peu, tellement faiblement. C'est en tout cas dans la fraction liquide. La fraction liquide, là, on est dans la fraction liquide de l'effluent. L'éthénylestradiol, c'est le principal composant des pilules contraceptives. C'est intéressant de le savoir parce qu'il y a pu y avoir une inquiétude à une époque sur l'élimination des pilules contraceptives. Eh bien, elle se fait très bien. Les stations d'épuration en particulier les consomment très bien et ce n'est pas un problème particulier, y compris en matière endocrinienne. L'effluent hospitalier donc, présente un fort niveau d'impact sur la flore et la faune dès lors qu'il sort de l'hôpital. Alors, on va me dire, dans l'égout, il n'y a pas de faune et de flore, mais on voit la toxicité dans ces courbes sur les indicateurs environnementaux, les indicateurs biologiques environnementaux, qui est beaucoup plus forte sur la courbe du haut effluent hospitalier par rapport à la courbe du bas, à même échelle pour l'effluent urbain. L'effluent urbain donc, dilue probablement beaucoup plus les produits et présente une moindre toxicité. Mais par contre, une fois qu'on a franchi la barrière de la station d'épuration, on voit que surtout si on a fait le choix, ce qui est le cas général, de mélanger donc les deux effluents, l'effluent urbain et l'effluent hospitalier, qui est bien moindre en quantité, eh bien, on arrive à absorber très bien la quantité de produits, en tout cas dans les milieux liquides, je répète, dans les milieux liquides, on absorbe très très bien la pollution, je dirais, hospitalière. Et donc, une des leçons qui a été tirée d'une grande synthèse d'un travail assez monumental sur plusieurs années sur un hôpital tout neuf, montre qu'il est souhaitable, il est préférable de faire rejoindre des effluents hospitaliers via la station d'épuration collective urbaine, plutôt que d'essayer d'épurer à la sortie de l'hôpital. Ça, c'est la première leçon qui a été tirée. Par contre, cette plaque vous montre qu'au niveau des déchets solides issus des stations, vous savez que dans les stations d'épuration, tout ce qui arrive va commencer par sédimenter. Et il y aura un dépôt important de matière, qui plus est un dépôt également important des matières dans les bassins d'épuration, donc qui correspondent à ces bactéries qui travaillent, si vous voulez. Et donc tout ce dépôt, qui s'appelle les boues de station, doit être ensuite éliminé. Et dans ces boues de station vont se concentrer un très grand nombre de produits à la fois médicamenteux et de nettoyage, et en particulier les produits qui sont utilisés par les hôpitaux. C'est un des enjeux qu'on le retrouve. Finalement, la pollution se fait au moins autant par les déchets solides des boues des stations, qu'il faut traiter ensuite en déchets, et en général par épandage sur les sols naturels, bien sûr non cultivés. C'est la solution qui était le plus souvent retenue jusqu'à présent. Il se trouve que depuis 2 ans, cet épandage est interdit du fait du risque lié au coronavirus. Et donc, on a des réels problèmes aujourd'hui de devenir de ces boues qui peuvent être que incinérés ou mis en décharge, avec des coûts évidemment beaucoup plus importants. Ici, vous avez, lorsqu'on a sorti à la fois les effluents liquides et solides, les boues de station, eh bien, le produit ne s'arrête pas là. Celui qui n'a pas été épuré continue son chemin dans la nature. Vous avez là le cycle de l'eau à partir de la production d'eau potable tout en haut. Ensuite, les différents usages qu'on en fait. Je vous ai entouré les centres de soins et les effluents hospitaliers pour montrer qu'on atterrit dans les stations en général d'épuration municipales ou dans des traitements spécifiques, ce qui est très rare pour les hôpitaux, mais que dans l'ensemble, que ce soit les boues de station ou les liquides, eh bien, tout revient au milieu naturel. Tout ce qui n'est pas épuré par les microbes va retourner au milieu naturel, soit dans les rivières et dans les lacs directement, soit à travers les sols par percolation dans les nappes phréatiques. Et puis on va puiser dans cette ressource qui est profonde ou superficielle, rivière ou nappe, pour nous refaire de l'eau potable. Mais les produits chimiques qui n'ont pas été épurés persistent, très dilués, bien entendu, persistent avec plus ou moins d'importance dans cette eau potable. Donc, je répète, cette fois, je vais me préciser sur les désinfectants. Je vais être obligé d'utiliser à la fois des termes sur les désinfectants et d'autres sur les détergents, qui n'ont pas normalement de mission désinfectante, même s'ils peuvent l'être, comme c'est le cas pour le coronavirus. Les détergents ont l'avantage de rendre inefficaces tous les virus enveloppés, et donc particulièrement le coronavirus. Mais comme à l'hôpital, on utilise, et puis même, je suppose, dans beaucoup d'établissements pour la petite enfance, des produits qui sont à la fois détergents et désinfectants, on est bien obligé de traiter les deux en même temps. L'impact des désinfectants, proprement dit, c'est d'abord l'écotoxicité, puisque ça tue la vie, ça, c'est son objectif, mais aussi, on s'est aperçu, pour certains d'entre eux, de la génotoxicité, c'est la capacité de modifier des génomes, et c'est le cas en particulier du chlore, des dérivés du chlore, de la javel, qui a un caractère génotoxique d'elle-même et par ses dérivés. Alors, on dit toujours que la javel est
est bien épurée dans les effluents. Oui, elle est épurée, mais c'est au prix de la production de produits secondaires, hein, produits dérivés, qui, eux, continuent à avoir une toxicité particulièrement forte. Et puis, ce qui a été nouveau depuis les années 2000, c'est la découverte que ces désinfectants avaient un effet d'induction de résistance aux antibiotiques. Et on va un tout petit peu creuser le sujet parce qu'il est très important à comprendre. Aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques est devenue la priorité mondiale de toute la lutte contre les maladies infectieuses, puisque on sait que l'année 2020 a été l'année record de la mortalité par résistance aux bactéries, qui a dépassé celle du sida ou du paludisme, par exemple. Et enfin, le dernier effet d'impact connu sur la santé environnement, c'est les effets perturbateurs endocriniens que peuvent avoir des désinfectants et voire même certains détergents. Cette plaque vous montre quelle est la fraction de chacune des lignes qui représente un produit, quel est le pourcentage, si vous voulez, qui est retrouvé en sortie de station d'épuration. Vous avez en bas une échelle qui va de 0 à 100. Lorsque l'échelle 100 est obtenue, ça veut dire qu'on retrouve 100% du produit à la sortie de la station, soit sous forme soluble dans la partie liquide, l'effluent liquide, et c'est en bleu, c'est la fraction bleue de la droite de la barre, soit dans la partie solide, ce que je vous ai dit, les bouts de station d'épuration, et c'est en orange. Et on a choisi ces substances parce qu'elles sont des substances d'intérêt dont on savait qu'elles avaient peut-être des difficultés ou qu'elles avaient une importance à être bien épurées. Cette plaque de 2013 fait un point très complet donc, sur ces substances. Vous voyez qu'il y a des substances, nous ne sommes pas en haut de l'échelle, on a des substances comme des médicaments qui ne sont pas épurés comme le Tegretol, qui est un antiépileptique, ou le Bactrim, le trimétoprime, et qui retourne entièrement dans fraction liquide et qu'on le retrouve ensuite très longtemps donc, dans les eaux. Et puis, vous avez un peu plus bas le strode des 17-bêta-œstradiol et l'éthényl-œstradiol, qui sont donc les résidus des pilules contraceptives qui sont parfaitement bien épurés. Par contre, vous voyez, par le système d'épuration, on descend encore un peu, on a quelques désinfectants comme le triclosan qui s'accumule au moins pour la moitié de sa substance dans les boues. Et puis vous avez des tensioactifs, alors ça il faut bien les regarder, ces tensioactifs industriels et détergents, dont certains non seulement ne sont pas épurés, mais encore sont amplifiés au sein de l'égout, tout simplement parce que la dégradation qui se fait est partielle, elle se fait par petits morceaux, la molécule est cassée en plusieurs morceaux, mais ces morceaux se recombinent et vont chercher des parties de la molécule terminale d'une autre origine, d'une autre source, pour finalement se multiplier dans l'égout. Vous voyez, il y en a une qui fait jusqu'à 317%, multipliée par 3 par système d'épuration. Dès lors que ces substances sont identifiées, elles sont interdites, évidemment, puisque justement, il y a une réglementation qui impose 60% de biodégradation. Donc, ce n'est pas pour le permettre ce genre d'amplification. Néanmoins, il faut pouvoir les identifier, les connaître et savoir qu'il y a des substances qui circulent encore malgré leur interdiction, parce qu'elles arrivent par des biais qui ne sont pas tous maîtrisés. Vous avez des parfums ensuite et des antibiotiques. Vu que les antibiotiques, en particulier les antibiotiques de la famille des quinolones, comme la noroxine ou le Ciflox, s'accumulent particulièrement dans les boues de station et ont un effet durable et persistant dans l'environnement par cette matière solide. Ce sont les boues qui sont ensuite épandues. Vous voyez, je vous ai mis à droite des caractéristiques antibiotiques ou bien désinfectants ou bien perturbateurs endocriniens. Oui, de ces diverses. Alors, ce qui est important, c'est que là, vous avez des fractions substance par substance, mais elles n'ont pas toutes la même importance parce qu'il y en a qui sont très peu produites, comme la pilule, par exemple, en quantité mondiale, ça se mesure bien sûr en quelques centaines de tonnes, mais rien de plus. Par contre, vous en avez qui sont énormément produits. Et vous avez les chiffres en bas à gauche. Les détergents, c'est 11 millions de tonnes par an, et les antibiotiques, c'est 15 000 tonnes. Alors, retenez qu'il y a au moins un facteur 1000 de différence entre la production d'antibiotiques et la production de détergents désinfectants. Parce que ça entre en compte dans la suite de ce que je vais vous dire, en particulier le fait qu'il y a une antibiorésistance qui est induite, en particulier par les désinfectants et tous les biocides en général, les désinfectants faisant partie de cette catégorie des produits qui tuent les êtres vivants, les biocides. Eh bien, on a les preuves maintenant scientifiques, je ne vous les détaille pas parce que c'est assez technique, mais on a les preuves scientifiques qui ont été confirmées depuis 10 ans que les désinfectants participent à la création d'antibiorésistance parce que les bactéries, quand elles sont agressées, elles ont un mode de réaction qui est commun. C'est ce que vous montre un peu cette donnée, cette plaque-là. Elles ont des modes de réaction communs entre les antibiotiques et les désinfectants. Elles réagissent de la même façon, quels que soient les produits qui veulent les détruire. Elles réagissent en général en se modifiant et en modifiant leur métabolisme pour y résister. Et cette modification va jouer comme protection
soit contre les antibiotiques, soit contre les désinfectants, quelle que soit la substance. Voilà, ça c'est le mécanisme par lequel elles arrivent à se modifier, c'est un mécanisme génétique que l'on comprend bien, et de plus, ces gènes de résistance qu'elles acquièrent lorsqu'elles deviennent résistantes à un désinfectant, donc à un antibiotique, elles se les échangent, des bactéries, même d'espèces différentes. Là encore, c'est des données qui ont été acquises dans les années 80. On a vu s'échanger des gènes de résistance entre bactéries au sein d'un élément qui est très important qui s'appelle le biofilm. Vous voyez, les effets de ces désinfectants, on ne les sent pas, on ne les perçoit pas, en tout cas de cette nature, les effets d'accumulation de résistance à l'endroit où on utilise le produit dans l'établissement, parce que la concentration est tellement forte, très largement supérieure à la concentration biocide minimale, que la bactérie n'a absolument pas le temps de s'adapter à quoi que ce soit. Par contre, ce produit ne va pas être éliminé quand il va être utilisé, il ne va pas être consommé ni détruit, donc il va passer ensuite dans l'effluent, en baissant sa concentration, et on va arriver à des seuils de concentration qui sont ceux de l'écotoxicité que vous avez vus sur les courbes précédentes. Et puis, à la sortie de l'effluent, cette fois dans le milieu naturel, la substance est toujours présente, plus ou moins transformée, que ce soit dans les boues ou en solution. Et cette fois, c'est le seuil écotoxique qui va être franchi pour le seuil, tout simplement, la substance n'est plus assez concentrée pour être létale, et donc les bactéries peuvent apprendre à s'en défendre. Voilà, dans le milieu naturel, et c'est dans le milieu naturel que ces résistances sont observées. Elles sont observées déjà à l'échelle bactérienne. Vous avez là une thèse très importante qui a été faite à l'échelle européenne, qui montre les différents effluents, la concentration de gènes de résistance qui sont présents dans les différents effluents des hôpitaux, des EHPAD, des effluents urbains et des abattoirs. On voit qu'il y a des concentrations assez importantes, surtout à comparer à celles des milieux naturels. Et dans la plaque du bas, par contre, ce que l'on voit, c'est toujours ces mêmes mesures, mais cette fois en relative au nombre de bactéries présentes. Et on voit que l'endroit où il y a le plus de bactéries résistantes, c'est les hôpitaux, bien sûr, où il sort vraiment un jus concentré de bactéries multirésistantes, contrairement aux autres milieux. Tous les milieux anthropisés, tous les milieux où l'homme travaille sont très riches, relativement milieu naturel en gènes d'antibiorésistance. Par contre, dans les hôpitaux, on en a une concentration très particulière. Ces gènes d'antibiorésistance vont ensuite être disséminés dans la nature et retrouver des gîtes microbiotiques, comme on dit, des microbiotes animaux, par le biais des cultures, des milieux aquatiques, de la faune sauvage, des fermes, des animaux sauvages comme des animaux domestiques. Alors, chez les animaux domestiques, on en avait d'autant plus l'expérience qu'on sait qu'il y a eu à une époque beaucoup d'antibiotiques utilisés dans l'élevage. Ce n'est beaucoup moins le cas depuis une dizaine d'années. Là, les vétérinaires ont fait un travail remarquable. Mais par contre, dans la faune sauvage, c'est un phénomène que l'on découvre, y compris dans la faune sauvage, vous avez dans le diapo du bas, y compris la faune sauvage qui n'a que très peu de relations avec l'homme. Ce sont les espèces, les oiseaux migrateurs arctiques qui ne sont pas dans les milieux anthropisés et qui, malgré tout, portent aujourd'hui des pourcentages non négligeables de gènes multirésistants et de bactéries multirésistantes dans leur matière fécale, donc dans leur microbiote, si vous voulez, dans leur cloaque. À droite, vous avez là l'image d'un prélèvement de microbiote fécal, de cloaque, chez un jeune gabian, c'est-à-dire un jeune goéland des îles marseillaises. 70% d'entre eux sont porteurs d'entérobactéries BLSE. Pour ceux qui connaissent le sujet, ça veut dire que c'est un fort niveau de résistance. Oui, grâce à ces travaux qui sont faits, ce sont des oiseaux qui n'ont pas quitté le nid. Là, c'est des petits qui n'ont pas encore quitté le nid. Les grands n'arrivent pas à les attraper. Ce n'est pas la peine d'essayer de les avoir. Eh bien, ceux qui n'ont pas quitté le nid ont déjà un fort taux de portage d'antibiorésistance. Voilà. Alors, ces impacts environnementaux des produits ont été également étudiés dans le cadre de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie général. Et on a pu, comme ça, déterminer de façon théorique, mais intéressante, quelle est la part de l'impact des produits d'entretien dans l'impact global de la consommation sur l'environnement. Autrement dit, quelle est la fraction qui revient à ces produits dans la pollution photochimique. C'est presque 7%. Vous voyez l'acidification de l'air, et puis ça baisse, et finalement, c'est dans les déchets ménagers qu'on trouve le moins, parce que les déchets ménagers, c'est du solide. Voilà. Alors, maintenant, je vais changer et passer non plus sur l'environnement global, plutôt sur l'environnement professionnel, pour passer ensuite aux conséquences individuelles. Alors, dans l'environnement professionnel, on sait qu'une maladie est très particulièrement connue pour être causée par l'utilisation et l'emploi de produits ménagers hospitaliers. C'est l'asthme professionnel. L'asthme professionnel est spécifique vraiment à cette fonction. Il y a également des dermites de contact. L'asthme professionnel, c'est la première place des asthmes professionnels, c'est le personnel de nettoyage en milieu de soins.
plus largement, pas seulement hospitalier, en milieu de soins. Et vous voyez que les dermites professionnelles sont très importantes. Évidemment, si l'asthme est difficile à prévenir parce que c'est simplement la respiration des vapeurs et des produits qui peuvent diffuser dans l'atmosphère, là, ce que vous voyez là est très facilement peut-être prévenu par simplement le bon respect du port des équipements de protection, en particulier des gants. Mais des gants qui doivent être des gants pour les produits ménagers et pas des gants pour les soins, qui ne sont pas du tout faits pour les produits ménagers et qui n'ont pas la même résistance, bien entendu, nécessaire. Ce risque chimique n'est pas perçu par les utilisateurs de ces produits. On est dans une situation d'inconscience chimique. La peur, c'est la peur de la maladie infectieuse, qui tend d'ailleurs à faire utiliser trop de désinfectants. C'est ce que vous avez vu au début, hein, beaucoup trop de désinfectants par rapport à ce qui est demandé. Mais il n'y a pas de conscience que ces produits chimiques ont un effet sur la santé d'abord direct, l'asthme ou l'état cutané que vous avez vu, mais encore indirect par le biais des effets justement de perturbations endocriniennes. Alors, il y a des produits qui sont connus, bien référés, bien référencés comme étant des perturbateurs endocriniens, les alkylphénols qui sont certains détergents, les triclosans, les triclocarban qui ne sont plus utilisés dans les milieux hospitaliers, mais par contre encore très fréquents dans le domaine des domestiques et des produits utilisés dans le domestique. Les fameux produits antibactériens sont souvent associés à ce produit. Et puis, bien sûr, le portage de bactéries multirésistantes, on l'a vu par quel mécanisme. Mais là, je voudrais vous détailler très, très vite, mais en quelques mots, vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'un effet perturbateur endocrinien direct, parfois. Il peut y avoir des effets très indirects, avec le même effet de perturbation endocrinienne. Là, cette étude est très intéressante, a été menée au Canada en 2018. Près de 800 enfants suivis de la naissance jusqu'à 3 ans et qui ont été sélectionnés en 2 groupes suivant que la famille utilisait ou non des produits désinfectants dans les produits ménagers. Alors, produits désinfectants dans le Nord-Amérique, c'est principalement les produits chlorés, il faut le voir comme ça. Bien sûr, ces populations ont été appariées et étudiées tout à fait scientifiquement en écartant, en tenant compte de tous les autres paramètres, hein, bien sûr, que le ménage, que ce soit le niveau social, le niveau, disons, d'études, les revenus, le milieu de vie, tout ça a été bien coupé, bien étudié. Et ce qu'on a observé dans cette étude, c'est que les enfants qui étaient élevés dans un milieu où on désinfectait l'environnement étaient beaucoup plus fréquemment en surpoids, obèses, plutôt que les autres. Et c'est presque 3 fois plus que les autres, et statistiquement, c'est très significatif. Et par quel mécanisme? Eh bien, c'est ce que je vous ai montré sur la diapo d'avance, c'est le petit schéma coloré qui représente en fait la flore intestinale de ces 2 catégories d'enfants n'est pas la même. Et ce n'est pas parce qu'ils avalent les produits, c'est parce que l'environnement est modifié autour d'eux. Les bactéries qui sont présentes dans l'environnement d'un milieu où on utilise des produits désinfectants ne sont pas les mêmes, bien sûr, que les bactéries, je dirais, naturelles, entre guillemets, qui viennent coloniser ces milieux autour de nous. Et c'est cette modification de la flore environnementale qui se traduit par une modification de la flore microbiotique intestinale de ces enfants. Et on sait que l'obésité est en lien très souvent direct avec cette répartition de la flore intestinale. Maintenant, c'est un fait acquis depuis longtemps. Et donc, vous voyez qu'on peut agir sur la flore intestinale indirectement par le milieu dans lequel on élève les enfants. Donc, c'est important, on fait plus d'obèses quand on utilise beaucoup de désinfectants dans un milieu où les enfants vivent. Alors, bien sûr, il y a d'autres perturbateurs endocriniens très connus dans tout ce que vous voyez là sur la photo, qui contiennent des perturbateurs. Je n'ai pas le temps de vous les détailler, bien sûr. Ces perturbateurs, ce sont des agents exogènes qui sont capables d'entraîner des effets délétères sur un organisme ou même sa descendance, puisque chez les femmes enceintes, ça peut agir, bien sûr, sur l'état de santé de leur fœtus et plus tard de leur enfant, en interférant avec une hormone, soit par mimétisme, c'est-à-dire le perturbateur mime l'action de l'hormone, soit par blocage de l'hormone, soit par interférence, puisque le perturbateur peut agir à plusieurs niveaux de la biologie. Vous avez sur cette plaque les conseils utiles, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de l'association Santé Environnement France, qui a été relayée par l'URPS en PACA, qui vraiment vous donne à la fois... alors l'association Santé Environnement France, c'est des associations médicales, ce sont des médecins qui travaillent dans le domaine de la santé environnement ou qui s'y intéressent à la fois l'intérieur, alimentation, conservation des aliments, hygiène et cosmétiques, vêtements, produits ménagers, meubles et jouets. On sait qu'il y a énormément de ces produits vendus aujourd'hui qui comportent des perturbateurs. Donc, on vous propose de privilégier des comportements pour tous ces produits et d'éviter, par contre, par exemple, de faire chauffer les aliments dans les matériels plastiques, parce que ça libère les phtalates qui rendent les plastiques suffisamment mous, ou bien ça libère d'autres produits qui les rendent transparents. Ils sont connus. Donc, je ne vais pas vous détailler ces produits, on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Mais sachez qu'on commence à connaître aujourd'hui des comportements qu'il faut tenir et qu'il faut respecter.
Alors, je vous rassure tout de suite, pour tous ceux qui les utilisent, les solutions hydroalcooliques n'ont rien à voir avec cette problématique. Je dis bien celles qui sont utilisées dans les hôpitaux. Il peut se trouver dans le commerce des solutions hydroalcooliques qui ont été qui ont été enrichies, si je puis dire, de substances plus toxiques. Je vous parlais par exemple du triclosan, ça s'est vu. Donc effectivement, il faut faire attention. On est dans des produits cosmétiques qui sont vendus sous l'étiquette de cosmétiques, y compris dans les hôpitaux, qui ne sont pas des médicaments, qui ne sont pas des désinfectants, ce sont des cosmétiques. Bien sûr, ils sont désinfectants, mais ce sont des cosmétiques dans le marché, si vous voulez, dans la règle du marché. Mais on peut être rassuré. Il y a une grande étude qui a été faite en 2011, publiée en 2011, mais faite à partir de la grippe de 2009, rappelez-vous, la grippe H1N1, puisque le gouvernement avait favorisé à l'époque l'utilisation très large des solutions hydroalcooliques. C'est là que ça s'est répandu au public, si vous voulez, avec toute autorisation gouvernementale. Il y a donc eu en même temps des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effet de perturbation endocrinien, ni cancérogène, ni reprotoxique, ni neurotoxique dans l'usage normal de ces produits, par voie cutanée ou inhalée, quelle que soit la voie. Et évidemment, il ne faut pas les boire, bien sûr, sinon vous risquez la cirrhose, c'est quand même du 60 à 80% d'alcool. Voilà. Alors, autre élément très important à comprendre, je suis obligé d'enchaîner assez vite parce que le temps passe, c'est le fait que la désinfection n'apporte qu'un avantage très temporaire. Là, vous avez une courbe qui est très ancienne, qui date des années 60, mais qui est toujours valable, de traitement d'un sol. Alors, la courbe pleine, c'est le nettoyage du sol avec une fibre en coton, si vous voulez, un produit détergent, qui montre qu'autant on fait le nettoyage, on abaisse de 80% la quantité de microbes présents, on les enlève, on les retire, ces microbes. Et vous voyez qu'une heure, voire 2 heures après, on est remonté, pas tout à fait au niveau initial, mais assez loin. À la fois parce que les microbes présents se sont multipliés, ils doublent en moyenne toutes les 20 minutes, ils ont un peu d'eau, ils ont tout ce qu'il faut, et puis surtout parce que les sols ne sont pas couverts et donc ils se recontaminent. Et vous voyez qu'en pointillé, la même courbe est faite, mais cette fois avec un détergent désinfectant. Alors au moment où on utilise le désinfectant, on obtient 99% de réduction, et la plupart des désinfectants se vendent en disant « je tue les microbes, regardez, après avoir passé mon produit, il n'y a plus de microbes », bien sûr. Mais quand on voit la courbe de recontamination, vous voyez qu'à 2 heures et demie, on a rejoint la précédente. Quand on désinfecte, c'est pour au maximum et au mieux 2 heures de temps. Il faut le savoir, donc la désinfection, c'est à utiliser au moment où on en a besoin. C'est au moment où on a besoin de travailler en milieu désinfecté, et pas après, pas la veille ou l'avant-veille, en faisant un jour sur 2 ou un jour sur 3, ce qui n'apporte absolument rien à la sécurité. Par contre, on voit beaucoup de produits. Alors, ces bactéries qui vivent en quantité autour de nous et dans nous ne sont jamais isolées. Elles sont toujours associées en colonies multiples et elles dialoguent entre elles. Voilà, leurs colonies forment ce qu'on appelle des biofilms. Et là, vous avez des exemples de biofilms qui finissent par être très macroscopiques, vous voyez, des gros volumes de biofilms très importants. Ce biofilm assure aux bactéries une vie qui n'est pas celle du laboratoire. Parce qu'au laboratoire, elles sont toutes seules, elles sont isolées, on les voit en photographie. Les images que vous avez des bactéries sont toujours des images faites en laboratoire, et la façon de le présenter, c'est comme au zoo, si vous voulez. Un lion dans une cage n'a pas la même vie, bien sûr, que dans la nature. C'est beaucoup plus facile à tuer. Il ne peut pas s'échapper du tireur. Par contre, dans la nature, c'est lui qui vous court après, ce n'est pas l'inverse. Donc, il faut bien voir que la vie n'est pas ce qu'on vous montre en photographie ou même l'image qu'on s'en fait. On a besoin, bien sûr, du laboratoire, on a besoin de travaux scientifiques qui s'appuient sur un encadrement très simple, un environnement très simple. Mais par contre, la nature est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Et cet environnement en biofilm, c'est-à-dire en accumulation de bactéries d'espèces multiples qui fabriquent autour d'elles cette substance particulière, les rend très à l'abri, si vous voulez, de toutes les agressions qu'elles peuvent avoir, une protection active, une protection métabolique, une protection passive, qui explique pourquoi il y a tant de durée de survie de bactéries qui d'habitude ne peuvent pas se passer d'eau, comme les Escherichia coli, le colibacille, qui normalement, en 1 heure et demie en laboratoire, disparaît. Et là, on le trouve dans les biofilms, on le trouve actif jusqu'à 16 mois. Vous voyez, on peut l'identifier jusqu'à 16 mois après l'avoir déposé. Pareil pour le Pseudomonas aeruginosa, qui est un germe très connu des infections, qui normalement ne vit que quelques heures en dehors de l'eau, si vous voulez, en milieu de laboratoire, mais qui peut durer des mois et des mois et survivre des mois et des mois. C'est ce biofilm qui explique pourquoi ces bactéries arrivent à persister. Et ce biofilm joue vraiment le rôle d'une protection imperméable aux antibiotiques, aux antiseptiques et aux désinfectants. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce n'est pas en versant des produits sur un biofilm qu'on arrive à le stériliser. Voilà. Pour être clair, il faut arriver à le casser. On sait que l'utilisation en routine des désinfectants tous les jours, à l'hôpital ou ailleurs, ça ne prévient pas les infections.
Ça, c'est un fait qui a été acquis issu des revues de littérature et personne ne demande en particulier au niveau des sols, je dis bien au niveau des sols, qu'il soit fait des désinfections routinières. Personne ne le demande, je dis bien routinier. On sait que les surfaces peuvent jouer un rôle dans la propagation de certaines épidémies, et voilà les exemples de maladies qui peuvent être transmises via l'environnement. Les surfaces, donc, le Clostridium difficile, qui donne une diarrhée surtout dominant dans le domaine de la gériatrie, le Bacillus cereus, qui est plus fréquent en néonatologie, en particulier en soins de néonatologie aiguë, en réanimation et en soins intensifs de néonatologie, la grippe, qui peut se transmettre par environnement, le SARS-CoV, ça a été dit, et probablement c'était vrai, la gastroentérite à norovirus, et puis les staphylocoques, et puis certains germes de même nature qui ont des capacités de survie en milieu sec. Mais bien sûr, il y a de nombreux facteurs qui modulent cette transmission. Ce que je voudrais dire aussi, et soyons bien clairs, en situation d'épidémie, lorsque l'environnement joue un rôle, c'est-à-dire qu'on a une bactérie ou un virus qui peut passer par l'environnement et que ce virus ou cette bactérie sont déterminés et connus, alors on va utiliser des désinfections, bien entendu, mais des moyens appropriés. Contre un virus, il faudra un virucide, un produit qui tue les virus. Contre un champignon, un antifongique, qu'on appelle un fongicide. Contre un parasite, un insecticide. On ne désinfecte pas. D'abord, on ne désinfecte pas dans les locaux d'un patient atteint de gale, parce que la gale, l'insecte, enfin, du moins, l'agent de la gale ne survit pas en dehors du corps humain. Donc, c'est pas... Mais par contre, pour les punaises de lit, par exemple, on va utiliser un insecticide et pas un désinfectant. Hein. C'est un insecte. Et puis, contre les spores, un sporicide. Et puis, on utilise surtout ces produits au site qu'il va bien, c'est-à-dire là où il y a le réservoir de germes, pas n'importe où. Hein. Les siphons, par exemple, parce que ce sont des milieux liquides et qui sont des réservoirs importants, puis parfois des milieux secs ou des milieux abrités, comme le linge, les tissus ou l'ameublement. Vous voyez, donc, il faudra utiliser des désinfectants. Mais ça, c'est un domaine de spécialité. Il faut connaître d'abord à quoi on a affaire et ensuite quel type de produit et à quel endroit on va l'utiliser, de quelle façon. Hein, donc et certainement pas en routine. Il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour les sols. Maintenant, c'est acquis depuis très longtemps. Alors, quelques mots quand même qu'il faut connaître pour pouvoir attaquer le sujet du nettoyage, c'est que le nettoyage… Carinco, oui. Justement, vous passez aux techniques possibles, parce que je vois il reste une dizaine de minutes. Ce sera vite fait. Bon, super. Rassurez-vous, puis après, il y aura toutes les questions. Exactement. Le nettoyage fait appel de toute façon uniquement à 4 moyens, si vous voulez, que vous vouliez nettoyer, pas seulement les surfaces, les sols, mais aussi vos dents, la voiture, votre linge ou votre vaisselle. Vous n'avez que 4 moyens. Vous avez des moyens chimiques, possibles, des moyens mécaniques. Alors, chimiques, vous connaissez, c'est les savons, les détergents, les lessives, les produits chimiques que l'on utilise pour laver. Des moyens mécaniques, brosser, secouer, remuer, frotter, le Karcher, la pression. Vous pouvez utiliser de la température. Quand on parle de température, c'est à partir de 60 degrés, hein, c'est pas en dessous. Et puis, pendant un temps, vous appliquez toutes ces méthodes pendant un certain temps. Et vous pouvez choisir une ou plusieurs de ces méthodes et répartir votre méthode de nettoyage parmi toutes ces méthodes de temps, chimie, mécanique, température. Le cercle a été décrit par Herbert Sinner, qui vendait de la lessive chez Henkel, qui est devenu Ecolab, un ingénieur en tout cas, et qui a décrit ce cercle à l'arrivée de la machine à tambour électrique pour laver le linge. Il a dit, vous voyez, par rapport à la lessiveuse, vous allez utiliser beaucoup moins de température, on ne va plus faire bouillir, vous aurez beaucoup plus d'action mécanique par le brassage du linge. Donc, on augmente à droite la partie mécanique et température, ce qui permet de diminuer le temps et de diminuer, alors, en principe aussi de diminuer la chimie. Mais comme il vendait de la chimie, il s'est bien gardé de diminuer la fraction chimique de ce composant de lavage. La première, important de savoir pour l'utilisation des produits, il faut quand même en parler, c'est que l'eau ne peut pas en elle-même nettoyer. Donc, on ne nettoie pas avec de l'eau, on ne nettoie pas avec de la microfibre de l'eau, c'est plus complexe que ça. L'eau ne mouillant pas, elle ne peut pas nettoyer. Pour que l'eau mouille, il faut pouvoir l'étaler, la faire absorber. Là, ce que vous voyez, ce sont des surfaces sur lesquelles s'est déposé des gouttes d'eau. Vous remuez la surface, il n'y a plus d'eau sur la surface, donc la surface n'est pas mouillée. Mouiller, c'est pénétrer. Pour mouiller, il vous faut un produit mouillant, c'est un produit qui va capter l'eau. Alors, c'est le cas du parapluie, la goutte tombe dessus, elle roule. Le parapluie n'est pas mouillé, vous ne lavez jamais votre parapluie, sinon vous auriez la surprise que vous voyez en bas. Vous pourrez toujours en faire comme ça. Donc, on utilise des détergents parce que le détergent va permettre d'étaler l'eau et de la faire surtout pénétrer en attirant les molécules d'eau les unes à côté des autres et puis en faisant bien recouvrir la surface. Et ce sont ces produits détergents qui ont donc 2 pôles, un pôle qui se dissout dans l'eau, un pôle qui, au contraire, n'accroche que ce qui n'est pas de l'eau, alors que ce soit la graisse ou n'importe quel autre
surface, c'est le deuxième pôle, c'est un pôle gras d'ailleurs, hein, c'est un pôle qu'on dit hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Donc ce qui va se passer, c'est que le pôle hydrophile va s'orienter vers l'eau, ce que vous voyez ici, donc une salissure sur une fibre en milieu d'eau, on ne voit pas l'eau mais elle est au milieu, et que comme ces pôles hydrophiles sont chargés électriquement, ils vont se repousser, soulever et décrocher la saleté, on emporte la saleté, il reste la fibre avec de la lessive, eh bien on arrivera, quel que soit le nombre de rinçages, on n'arrivera jamais à enlever la totalité des molécules de détergent qui resteront, il en restera toujours assez pour que la fibre devienne mouillable. C'est le principe. Les savons, c'est un terme très technique qui veut dire que le produit est issu d'une saponification. Donc, une lessive n'est pas un savon. Et la plupart des savons que vous appelez savons pour vous laver les mains sont en réalité des produits tensioactifs qui sont de la famille des détergents. Le savon doit être issu d'une réaction qui s'appelle la saponification, un corps gras et un alcalin comme de la soude ou de la potasse que l'on fait chauffer ensemble. Ça, c'est des savons. Et donc, n'utilisez pas le mot savon quand vous avez affaire à autre chose. C'est dommage parce que en fait, les autres produits sont, donc les détergents sont beaucoup plus efficaces, mais beaucoup plus irritants. Les solutions moussantes, les lotions lavantes, etc., la mousse lavante, bref. Bien, alors, la plupart des détergents sont issus de pétrochimie. Aujourd'hui, il n'y a que très peu qui ne sont pas issus de pétrochimie. Et la différence entre les deux, ceux qui ne sont pas issus de pétrochimie sont issus donc de biologie, en particulier les biosourcés issus de bactéries capables de sécréter des détergents et d'avoir un effet antiseptique très efficace, antibiotique, même désinfectant efficace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc les produits issus des pétroles ont une petite tête hydrophile et un long corps hydrophobe, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup de molécules pour former la micelle qui va enserrer la crasse. Et donc, cette concentration micellaire est importante pour les produits issus du pétrole, alors qu'elle est beaucoup plus faible pour les produits biosourcés parce que le pôle hydrophile est beaucoup plus gros. Donc, il faut beaucoup moins, ce que vous avez là à droite, beaucoup moins de molécules pour faire une seule. Eh bien, les endroits où on a étudié ces produits biosourcés, donc des détergents à base de microbes fabriquant leurs détergents, y compris de microbes présents, qui sont ces espèces de bacillus non pathogènes, on a vu diminuer le taux d'infection dans ces hôpitaux, dans ces études, et diminuer également le nombre surtout d'infections à Gram négatif et de germes multirésistants, les fameuses BMR. Voilà. Donc l'avenir est probablement à cette notion de compétition. Ces bactéries sont en compétition avec les Gram négatifs et elles permettent donc d'installer un monde avec beaucoup moins de Gram négatifs. Donc les alternatives que l'on a pour l'utilisation des produits sont globalement, si on ne veut pas utiliser de produits, on peut utiliser la microfibre sans produit, sans chimie, des nettoyeurs vapeur, des monobrosses, des autolaveuses ou des laveuses rotatives. Le nettoyage à la microfibre sans chimie, on dit nettoyage à l'eau, mais c'est dommage parce qu'on ne nettoie pas avec de l'eau, donc il ne faut pas utiliser le nettoyage à l'eau, ça n'a pas de sens, c'est sans chimie. On a quand même besoin d'eau pour faire glisser la microfibre sur la surface, sinon ça ne glisse pas, mais il faut glisser pas trop, puisque ce qu'on veut, c'est utiliser cette efficacité de la microfibre qui est donc abrasive. Vous avez en haut le coton et en bas la microfibre, vous voyez, qui arrive à ramasser les impuretés. Alors, on les ramasse très bien, puisque là, ce que vous montre cette plaque, c'est un effet comparatif entre microfibre à eau versus au-dessus un détergent désinfectant avec une lavette qui n'est pas microfibre. On a des résultats équivalents en termes d'effets antimicrobiens, si vous voulez. D'un côté, on enlève les microbes avec la microfibre, et de l'autre, on les détruit. Mais on a le même résultat sur les surfaces en laboratoire. Voilà. Les autolaveuses à plateau sont très intéressants parce qu'elles ne nécessitent aucun produit. Par contre, il faut veiller à leur entretien, bien sûr, et choisir des tailles de plateau adaptées à l'endroit où on va s'en servir. Ne pas faire de nettoyage mécanisé sur des dalles amiantées parce que l'amiante pourrait être mise en suspension pour tout ce qui est mécanique. Hein. Tous les nettoyages mécanisés ne peuvent pas être faits sur des dalles amiantées. Voilà. La monobrosse, il faut savoir les utiliser. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens formés à l'utilisation de la monobrosse, mais c'est très efficace, c'est de l'abrasion mécanique. Les autolaveuses à rouleaux, vous voyez, qui montrent des rouleaux horizontaux, sont très efficaces sur tous les types de sols. Tous les types de sols, c'est ça qui est intéressant. Les actions thermiques, ça s'appelle la vapeur. Bien entendu, il y a des grosses machines à vapeur, mais il y a aussi des petites balais à vapeur qui, pour l'instant, ne sont pas vendues parce qu'elles n'ont pas une allure professionnelle. On a peur qu'elles ne résistent pas, mais en réalité, elles sont intéressantes parce que du coup, elles sont beaucoup moins chères et elles pourraient être distribuées individuellement. La vapeur nettoie et désinfecte, on en a des preuves et même une affirmation de la Société française d'hygiène. Alors, on vous a proposé souvent des alternatives aux produits chimiques, une électrolyse de l'eau salée qui vous donne voilà, des marques que je ne vous cite pas pour ne pas bien sûr, mais enfin, les photos que vous voyez là, vous les reconnaîtrez peut-être. Il s'agit d'un produit qui vous fabrique tout simplement d'un côté de l'acide chlorhydrique et de l'autre de la soude. Bon, au prix où suivant la machine, on sait faire de l'acide chlorhydrique moins cher quand on l'achète directement. Et puis surtout, les concentrations ne sont pas telles
tels qu'on voudrait peut-être les avoir comme désinfectants. Il y a également une eau activée par électrolyse qui crée une petite proportion d'eau oxygénée avec des radicaux hydroxyles très réactifs, mais qui se fixent à tout. Donc la durée d'action de ces produits est très très courte. Ça sert surtout à désinfecter l'eau finalement qu'on utilise, de même que cette production d'eau de Javel dont je vous ai déjà parlé, ou bien de l'eau ozonée. L'ozone n'étant pas soluble dans l'eau, la durée d'efficacité de l'eau dans l'ozone est très très courte. Et donc ce qu'on a fait avec l'ozone, c'est désinfecter l'eau avec laquelle on va faire le ménage. Ça s'arrête à peu près à cette efficacité-là. On vous vend des ozones stabilisés, donc il mérite très bien une étude parce qu'en présence d'impuretés, tous ces produits-là ne sont plus très stabilisés. Voilà, l'ozone est un produit très réactif. Si on en met trop et surtout sur l'endroit où on l'utilise en quantité, il y a des dangers particuliers. Et enfin, on peut utiliser bien sûr des produits complètement naturels comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. Le vinaigre blanc a l'avantage d'être à la fois un caractère relativement désinfectant, même si on n'obtient pas les normes à basse concentration, et puis très détartrant parce que c'est un acide. Et or, le tartre, c'est le lit des microbes. Voilà. N'oubliez pas que si vous utilisez des textiles de nettoyage, comme tout le monde, qu'il faut absolument qu'ils soient bien entretenus parce que les bactéries, je vous ai dit, surtout en microfibres, les bactéries s'y retrouvent et on a des ennuis parce qu'il faut arriver à laver et surtout à sécher correctement ces textiles de nettoyage sous réserve de se retrouver avec des textiles qui vont être des distributeurs de bactéries, que ce soit des bacillus ou des clostridium. C'est extrêmement dangereux. Donc, il faut absolument que le linge soit bien lavé, bien brassé et bien séché. Et quand on dit bien brassé, bien sûr, ça s'oppose à l'utilisation des filets qui brassent mal et qui empêchent de sécher à cœur. Donc, faites sécher, très important. Oui, le séchage est très important, complet. Sinon, on a une recontamination avant l'usage qui fait que vous avez des textiles qui distribuent la saleté. Et là, dans ces conditions que l'on voit, parfois, les services hospitaliers ne sont pas faits pour y faire le ménage. Ils ne sont pas conçus pour ça. Donc, ce qu'on voit en bas, là, ce sont des endroits où on sèche un peu n'importe comment le linge. Il ne séchera pas, hein, clairement. Il faut des séchoirs qui vont au bout du séchage. Quant aux labels, je vous en ai mis que deux qui sont importants, mais il y en a plusieurs, ils sont en haut à gauche. Simplement pour vous signaler l'écolabel qui vous garantit que le produit est beaucoup plus biodégradable que 60%. Et l'écocert qui vous garantit qu'il n'y a pas de pétrole dans le produit que vous utilisez. Voilà, j'ai presque terminé pour vous parler de ce guide de l'éco-nettoyage qui est donc sorti sur commande de l'ARS ARA et qui faisait suite à toute une série de guides que vous avez en dessous, l'historique des guides de nettoyage. Sachez que les deux guides qui ont un caractère officiel sont ceux qui sont sortis uniquement des presses du ministère de l'économie et des finances, celui de 90 et celui de 2011 dont je vous parlais plus loin. Et puis là, je vous détaille le contenu de ce guide, mais ce n'est pas la peine parce que le temps est passé. Sachez qu'il y a également une méthode d'évaluation visuelle de la propreté qui est très suffisante pour les endroits où on n'a pas besoin de mesurer les microbes, qui vous permet d'avoir quand même une très bonne évaluation et puis qui peut être faite par les gens qui font eux-mêmes le nettoyage et l'entretien, d'évaluer leurs produits et d'évaluer leurs méthodes et leurs résultats. Voilà, j'ai terminé pour vous dire qu'on a appliqué ce que je suis en train de vous dire depuis 2009 dans les hôpitaux de PACA et les établissements de PACA EHPAD et qu'on a obtenu 45% de produits utilisés en moins, 24% de dépenses en moins et beaucoup moins d'accidents de travail liés aux chutes en particulier puisqu'on nettoie avec des produits avec très peu d'eau, très peu d'eau. Voilà les guides qu'il faut pouvoir utiliser, y compris celui de 2009 du ministère, le deuxième de l'économie. Voilà. Et la preuve que le réchauffement climatique, ça existe et je suis à votre écoute pour les questions. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. On remettra, il y aura un replay, un dossier qui sera constitué. Et donc, on mettra évidemment en référence les guides que vous avez mentionnés. Marion, a-t-on des questions dans le chat ? Alors, nous avions une question en tout début de séance avant que ça commence. C'était quelle hygiène en cas de varicelle pied-main-bouche ? Alors, la varicelle, c'est toujours pied-main-bouche, puisque la varicelle, en fait, est un virus qui touche l'ensemble de l'organisme. L'essentiel, c'est d'écarter la personne contaminante. C'est surtout cela. De mémoire, on ne demande pas de ménage particulièrement désinfectant en cas de varicelle parce que la contagiosité est extrêmement importante. Maintenant, si on doit faire quelque chose, c'est un ménage appuyé. Et je pense que ce type de virus n'est pas un problème pour des désinfectants particuliers. Je n'ai pas en tête parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans les hôpitaux, heureusement, des varicelles. Mais je dirais que c'est une question de structure petite enfance. Oui, je comprends bien. Je n'ai pas révisé toutes les questions des maladies infectieuses petite enfance avant de vous faire le topo, j'aurais dû. Mais je pense qu'il n'y a pas à part un détergent certainement, mais je ne vois pas d'autres produits très particuliers de mémoire.
Je vérifierai, si vous voulez, pour qu'on apporte quelque chose de plus sérieux, parce que là, je n'ai pas revu la question depuis longtemps. Après, du coup, n'hésitez pas hein, dans les questions-réponses à apporter vos commentaires. Oui, Mais, si quelqu'un a la réponse. Oui, c'est ça. Et peut-être que ça fait partie des… Il y a certaines maladies qui donnent lieu à exclusion temporaire des enfants. Complètement, oui, complètement pour la Peut-être varicelle. que ça en fait partie. Pour la varicelle, c'est sûr. On avait aussi une question, je crois, Marion, sur les nettoyages vapeur en crèche, mais du coup, vous y avez en partie répondu. Complètement utilisable, bien sûr. Alors là, attention de ne pas le faire au milieu des enfants, bien entendu, parce que c'est des produits, c'est des outils qui peuvent être accidentogènes à cause de la température de sortie de la vapeur, des bus de vapeur qui sont quand même très supérieurs à 100 degrés. Donc, il faut faire attention. Mais en dehors de la présence des enfants, c'est un système qui est… Alors, on a la vapeur, mais au bout de la vapeur, il y a également un textile, un tissu, si vous voulez, qui en général est en microfibre, qui va récupérer donc l'eau résiduelle de condensation de la vapeur et également les impuretés, parce qu'il faut ramasser les impuretés, elles ne se ramassent pas toutes seules, la vapeur ne les ramasse pas. Donc voilà, il faut utiliser suffisamment de ces bonnettes, en général on appelle ça des bonnettes, pour qu'on ne salisse pas le sol avec une bonnette trop sale quand on utilise la vapeur. Mais sinon, c'est un excellent moyen à la fois de nettoyer et de désinfecter. Et dans les techniques, que ce soit vapeur ou microfibre que vous avez évoquées, est-ce qu'il y a un processus à respecter du style aspirer, enlever les grosses poussières, puis ensuite passer la vapeur et la microfibre? Et bien sûr, vous comprenez bien que le lavage ne peut pas se faire sur un milieu qui a encore des souillures, des souillures importantes en quantité, quoi, et des saletés mobiles. Donc bien sûr que, comme à la maison, on va procéder d'abord à l'enlèvement des souillures les plus importantes et mobiles les plus importantes, mobilisables, avant de s'attaquer à la propreté des sols pour lesquels il faut frotter ou obtenir une autre méthode. Oui. Bien sûr, il faut nettoyer avant, enlever le plus gros, enlever la poussière. Et justement, sur les sols, il y a 2 questions. Peut-on envisager de nettoyer les sols uniquement avec de l'eau et des microfibres? Et la deuxième question sur la même thématique sur le sol, c'est, et en ce moment avec le Covid, est-ce que l'eau et les microfibres peuvent suffire? Alors, est-ce que le sol est contaminant du Covid? Ça, c'est la première question à poser. Hein. Est-ce qu'on attrape le Covid à partir du sol? Je dirais que chez les adultes, sans problème, certainement pas. Peut-être on peut se poser la question chez les jeunes enfants qui sont tout près du sol et qui peuvent effectivement souiller le sol avec leur liquide biologique, la salive, avec la toux, etc. Donc oui, sans doute, dans le monde de la petite enfance, il faudra utiliser un produit, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits d'une puissance extrême dès lors qu'il y a une norme qui est respectée, qui est la norme 14476, NFEN 14476, et qui est relativement facile à obtenir puisque tous les produits, même de bas niveau, je dirais, de désinfection, l'obtiennent. Donc, dès lors que c'est écrit sur le flacon EN 14476, vous avez l'autorisation de les utiliser et c'est ce qu'il faut utiliser en période épidémique, même sur les sols de la petite enfance. Maintenant, du point de vue, je dirais, des situations adultes et autres, on ne va pas chercher le Covid sur les sols. Voilà. Alors après, microfibre et eau, je vous l'ai dit, ce n'est pas l'eau qui nettoie, c'est l'action mécanique de la microfibre qui abrase le sol comme le ferait une méthode mécanique. Et donc, il faut de l'eau, un petit peu d'eau, mais très très peu, pour que ça glisse. Juste l'impression d'humidité, si vous voulez, comme une lingette bébé. En gros, le même niveau d'humidité, il ne faut pas mettre de l'eau plus que ça, sinon, au contraire, la microfibre va glisser trop et avoir un effet, comme un effet aquaplaning, hein, comme un pneu qui va glisser sans vraiment adhérer au sol, et donc elle ne pourra pas faire son travail. Donc, on utilise très peu d'eau, très très peu d'eau pour humidifier, humecter, je dirais, la microfibre. Très bien, merci. On a également des questions sur le nettoyage des sols au bloc opératoire. Ouais. Et les tables d'examen peuvent-elles être nettoyées uniquement à l'eau? Alors, pour ce qui est je répète, l'eau ne nettoie pas, mais ce n'est pas grave, vous pouvez dire sans chimie. Pour ce qui est des blocs opératoires, moi, ça fait plus de 20 ans qu'on applique dans plusieurs hôpitaux autour de nous des méthodes de nettoyage des sols au bloc opératoire sans produit, avec de la vapeur le soir en fin de séance, et des sols sans produit, sauf bien sûr s'il y a des souillures qui sont tombées au cours de l'intervention pour X raisons. Là, on est dans les précautions standards, si vous voulez, qui nécessitent une désinfection des liquides biologiques à l'endroit où ces produits la souillure. Mais sinon, on n'a pas besoin d'utiliser de produits sur les sols. Sur les surfaces touchées, surfaces en contact avec le patient, là, on utilise toujours, bien sûr, des détergents désinfectants
Passer avec une microfibre, c'est toujours mieux que sans microfibre, et si possible, un matériau réutilisable, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a également un enjeu non négligeable des textiles de nettoyage. Il faut qu'ils soient réutilisables, ou sinon, quand ils sont à usage unique, on sait qu'on perd énormément de matière et qu'on produit des déchets, et que là, il n'y a aucun intérêt du point de vue du risque infectieux, sauf si vous êtes dans une situation catastrophique, bien sûr, d'entretien de vos textiles. Si vos textiles ne sont pas bien entretenus, c'est un autre enjeu. Il faut les faire bien entretenir. Sinon, c'est du réutilisable, bien entretenu, c'est la meilleure solution pour l'environnement. Très bien, merci beaucoup. On a ensuite une petite question. Que pensez-vous du procédé de l'électrolyse de l'eau pour les nettoyages des sols et surfaces? C'est ce que je vous disais. On obtient une eau qui n'a pas une caractéristique de nettoyage beaucoup plus importante. Je ne crois pas que ce soit d'une grande utilité, parce que ce que vous dites, l'électrolyse peut produire plusieurs, suivant la nature, l'électrolyse peut produire plusieurs sous-produits, mais en général, ce qui est visé, c'est d'obtenir d'un côté du NaCl et de l'autre, le NaCl qui est décomposé va donner du NaOH, donc un produit qui est alcalin, si vous voulez, et de l'autre côté du HCl qui est un produit acide, et on représente l'un comme désinfectant et l'autre comme nettoyant. En réalité, si vous voulez vraiment de l'eau de Javel, achetez de l'eau de Javel. Si vous voulez vraiment de la soude, achetez de la soude. Si vous voulez vraiment de l'acide chlorhydrique, achetez de l'acide chlorhydrique. Ce n'est pas la peine. Enfin, je pense que le produit, enfin la machine que l'on vous vend n'a pas un grand intérêt économique, et de toute façon, on n'a pas besoin de ces produits pour faire le nettoyage. C'est mon point de vue, si vous voulez. Ce sont des produits dont l'utilité reste encore à démontrer. Très bien, merci pour votre réponse. On a une autre question. Quel retour avez-vous des agents d'entretien qui utilisent le système de lavage de sol sans désinfectant? Écoutez, nous, ça fait des années et des années que c'est utilisé, et c'est même le bloc opératoire nous l'avait demandé, voyant qu'on le faisait ailleurs. Donc le retour, c'est qu'il y a beaucoup moins d'effets, je dirais, nocifs au point de vue de leur santé. On n'a pas d'asthme, on n'a pas d'allergie. Voilà, alors il peut y avoir, si les matériaux ne sont pas bien étudiés, parce qu'il n'y a pas que la fibre qui nettoie, il y a aussi un agent qui manipule donc un balai avec un certain poids, et puis qui pousse un chariot avec un certain poids. Donc tout ça doit être pensé en ergonomie du travail, qu'il existe des balais très adaptés au passage tout simplement des surfaces, que ce soit un microfibre ou autre chose. Mais les microfibres ont par nature un effet plus abrasif, donc plus accrochant que le coton. Donc c'est vrai qu'il faut bien étudier ce qu'on met en main des agents, pas seulement la fibre, mais aussi donc le balai et le poids du chariot et toutes les fonctions, enfin tous les efforts que doit faire l'agent. Moyennant quoi, quand on est passé à du matériel moderne de bonne qualité, ils sont tous très heureux de travailler avec. Ils préfèrent. Ils ne reviendront pas en arrière. Vous avez pu mesurer justement l'incidence sur la santé des travailleurs en termes de TMS, d'asthme, d'allergie. Vous avez des données là-dessus? Alors, on a des données sur les accidents de travail, parce que ceux-là, on peut facilement les repérer. Les maladies professionnelles, on n'a pas fait, je n'ai pas de données reçues là-dessus. C'est les observations de médecins du travail, mais pas chiffrées. Par contre, sur les accidents du travail, on a une diminution des accidents du travail par passage à cette méthode, ne serait-ce que les chutes, qui sont beaucoup moins nombreuses, et ça, on ne s'y attendait pas, simplement parce qu'on mouille beaucoup moins, donc beaucoup moins longtemps. Et puis, il y a moins de lésions TMS du dos, ça, c'est ce que nous disent les médecins du travail. Je ne vais pas les donner. On l'a fait sur, de mémoire, 267 établissements sanitaires et médico-sociaux sur une période de 2009 à 2019, sur 10 ans, en région PACA. Donc, c'est des données qui sont assez solides. Et on n'a pas eu, dans la même période, on a observé également s'il y avait eu des infections signalées au système SIN en quantité plus importante. Il n'y en a pas eu du tout, au contraire. Le taux d'infection a baissé sur cette période. Heureusement, il n'y a pas eu de Covid pendant la période. Donc, ça nous a permis de ne pas avoir d'effet perturbateur de nos données. Et si je peux me permettre, vous avez aussi mis en avant des données économiques, parce que changer de système de nettoyage, alors c'est vrai que la chimie a ses inconvénients, mais peut avoir l'avantage d'être assez peu onéreuse. Et donc, vous avez indiqué dans vos expérimentations que finalement, il y a eu des économies de réaliser. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Oui, parce que ce n'est pas gratuit non plus. On a l'impression que le moment qu'on va faire un investissement, ça coûte de l'argent, mais ce n'est pas gratuit de faire le nettoyage avec des produits anciens.
Vous savez, c'est pas les microfibres, il faut aussi enfin, les dispositifs en coton, il faut aussi les changer. Il faut changer les balais régulièrement, il faut changer les matériels régulièrement. Mais il y a de l'usure naturelle et tout ça doit être changé. Donc, si on fait une véritable étude de coût, là où on gagne le plus, énormément, c'est sur le lavage, parce qu'on paye l'entretien des bandeaux. Lavage, je veux dire des microfibres, hein, la blanchisserie, si vous voulez. On le paye au kilo. Et que quand vous avez un bandeau qui pèse 15 grammes en microfibre à la place d'un qui pèse 750 grammes en coton, vous imaginez bien que le coût de la blanchisserie n'a absolument rien à voir. Et donc, la première économie, qui permet d'ailleurs le remboursement en général des investissements, c'est l'économie de blanchisserie à partir d'une certaine échelle, bien sûr, d'établissement. C'est ce qu'on a fait pour un grand établissement de chez nous, un grand hôpital. Dans la première année, il avait remboursé tous ses investissements en microfibre et en balais uniquement sur l'économie de blanchisserie. D'accord, merci beaucoup. Justement, il y a une question à ce sujet-là, c'est le sac filet rempli à 1/3 maximum, peut-il laver correctement les lavettes microfibres ou l'utilisation de ce sac est-elle rédhibitoire? Alors, bien sûr, tout est dans tout, ça dépend de la façon dont vous lavez. Il y a les blanchisseries industrielles et les blanchisseries qui fonctionnent encore avec des laveuses à tambour. Le laveuse à tambour est de bien meilleur brassage que la laveuse industrielle qui utilise, elle, des tunnels de lavage dont le brassage est bien moindre puisque le tunnel ne peut pas faire un tour complet sur lui-même. Il ne fait qu'une oscillation de 120 degrés. Donc, vous avez moins de brassage dans un tunnel de lavage. L'eau est recyclée, alors que dans une laveuse, l'eau de rinçage et les eaux de lavage et de rinçage sont toutes éliminées. Donc, ça n'a rien à voir pour ce qui est de la conservation des microbes, si vous voulez, au sein du textile. Et enfin, le séchage, lui aussi, peut être... Alors, si vous respectez toutes les consignes bien sûr, de lavage, y compris en tunnel, mais en respectant cette fois le fait de ne pas recycler l'eau, c'est très important, de mettre le temps qu'il faut pour le brassage et de respecter le séchage, on arrive à maîtriser la contamination du bandeau. Mais il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Et donc, je dirais que le filet est en soi un obstacle. On peut le franchir, mais c'est un obstacle. Vous comprenez ? On comprend pourquoi. Parce qu'on fait un paquet qu'il faut brasser tout ensemble et sécher tout ensemble. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Gaëlle, est-ce qu'on a encore le temps de quelques questions? J'ai des témoignages. Monsieur Carinco, est-ce que vous êtes d'accord pour déborder un petit peu? Oui, complètement. Pas de souci, bien sûr. Bon, merci. Merci beaucoup. Alors, on a une personne, donc Marilyn, qui nous dit « J'utilise le nettoyage désinfection par vapeur avec un appareil homologué dans les établissements de santé au sein du bloc opératoire et de service pédiatrie. Cela prend du temps, mais c'est très efficace. » Qui nous demande aussi, pourrions-nous utiliser le système eau plus microfibre au quotidien pour les sols et du coup complètement éliminer détergents et désinfectants? Alors, complètement éliminé, non, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il peut y avoir des épisodes épidémiques et puis que d'autre part, s'il y a des souillures de produits biologiques, il faut utiliser dessus, c'est précaution standard, il faut désinfecter cette souillure biologique et donc nettoyer ensuite. Mais en dehors de ça, oui, bien sûr, on peut, sur les sols, il n'y a pas d'obligation, personne n'est exigeant de la désinfection des sols en routine. Ensuite, bien sûr que la vapeur est efficace, hein, on le sait quand elle est bien passée, surtout que la machine est bien entretenue. Donc, c'est l'enjeu, il est là, hein, c'est l'entretien de la machine. Les grosses machines à vapeur nécessitent un entretien par des services techniques compétents et voilà, et qui font bien leur boulot. Et ce n'est pas partout le cas, et ce n'est pas tout le temps. Et comme c'est un appareil qui est partagé, c'est toujours un peu plus délicat. Les appareils partagés ne sont pas toujours aussi bien traités que les appareils individuels. Et sinon, c'est ce qu'il faut faire, oui. C'est ce qu'il faut faire. C'est la méthode vapeur, particulièrement en fin de journée au bloc opératoire, pour faire un nettoyage complet. Et puis entre les deux, sur les sols, pas d'utilité d'utiliser des détergents désinfectants en routine. En routine. Et pour nettoyer les microfibres elles-mêmes, avons-nous besoin d'un détergent désinfectant particulier? Non, une microfibre, c'est un textile. Donc, ça se nettoie comme tous les textiles avec une lessive, mais la lessive n'a absolument pas besoin d'être désinfectante puisqu'elle est désinfectante par nature. Elle travaille à pH 11,5, température 60 degrés au lavage. Et si le séchage n'est pas trop long, je le répète, c'est très important parce que ces bacilles, Bacillus cereus, comme le Clostridium difficile, sont des germes sporulents, donc ne sont pas détruits par le lavage à l'état de spore. Ils ne peuvent être qu'inhibés, empêchés de croître. Donc, c'est le rôle du séchage qui doit être rapide après le lavage. Le temps idéal, c'est pas plus de 2 heures, comme toutes les règles
cuisine, si vous voulez, pas plus de 2 heures à basse température, etc. Donc, si on peut le faire, c'est dans les 2 heures qui suivent le lavage qu'il faut faire le séchage. Il ne faut pas le retarder, il faut surtout bien le faire complètement sec. On a des outils pour mesurer le séchage, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais on a des outils faciles. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. En MCO, pas de désinfection chimique des sols, salle de bain compris au départ des patients. Oui, pour les sols, il n'y a pas de... Là encore, les malades ne vont pas se mettre par terre à lécher les sols, il n'y a pas de relation directe. Et en plus, le nettoyage a un effet, je n'oserais pas dire désinfectant, mais en retirant les souillures, on retire également les microbes. C'est ce que je vous ai montré au début, quoi. On retire les microbes quand on fait le nettoyage. Donc, on ne tue pas nécessairement sur place, mais on les envoie ailleurs, quoi. Voilà. Et donc, la désinfection, c'est une opération en résultat momentanée qui consiste à tuer ou éliminer les microbes. Dans le cas de l'élimination, on est efficace. Alors, moi, j'avais d'autres questions. J'ai vu une question passer, parce que c'est un vieux serpent de mer, je vous dirais, sur est-ce qu'on peut utiliser ou pas utiliser. Vous l'avez mentionné dans votre intervention. Est-ce que vous confirmez que le vinaigre blanc peut être utilisé de manière efficace? Sur quoi et pourquoi, en fait? Si vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus. Essentiellement, son rôle de détartrant qui est utile, parce que c'est un détartrant naturel. Ensuite, il faut savoir que vous avez plusieurs degrés de concentration en acide acétique, le 6, le 8 et le 14, et qu'il vaut mieux utiliser le 6 ou le 8, parce que le 14 est un produit, je dirais, un peu plus corrosif et qui est réservé, à mon avis, aux services techniques, s'ils veulent utiliser quelque chose de cette nature. Mais le 6 et le 8 sont des degrés. Hein. Le 6, c'est celui que vous mettez dans les cornichons que vous mettez dedans plutôt. Et le 8 était déjà vendu comme vinaigre de nettoyage. Donc, essentiellement utilisable sur les faïences, sur les on appelle ça, sur les robinetteries. Vous le rincez ensuite pour ne pas laisser l'acidité au contact. Voilà, et ça vous enlève le tartre. Et puis, vous faites tremper, bien sûr, dedans les brise G ou les mousseurs de vos robinets, comme on fait à la maison, de la même nature. Voilà le rôle principal, le rôle le plus utile. Après, vous avez le bicarbonate qui peut être utilisé comme produit surtout absorbant des odeurs. Très efficace. En crèche, c'est notamment intéressant dans les poubelles, par exemple. Pour les couches. Là encore, le bicarbonate alimentaire, si vous voulez, celui qui est le moins, où vous ne risquez aucun accident. Très bien. Marion, j'ai l'impression qu'il y a d'autres... Non, pour moi, c'est bon. Je n'ai plus de questions en attente. Bon, j'espère que ça a été utile. Oui, je pense. Vous avez répondu aux questions. Mais s'il y a une autre question. Une dernière qui vient d'arriver. D'accord. Justement, sur l'utilisation et le dosage du vinaigre, sur quel document peut-on s'appuyer? Vous avez ce guide dont je vous ai parlé, le guide de l'éco-nettoyage. À mon avis, on l'aborde, le sujet, parce qu'on aborde tous les produits. Donc, vous trouverez sans doute dedans des méthodes d'utilisation. Sinon, vous m'enverrez un message, je vous ferai suivre les gens qui utilisent chez nous le mieux et qui vous en parleront le mieux, parce que finalement, c'est celui qui fait qui sait le mieux ce qu'il va faire. Oui. C'est celui qui connaît le mieux, quoi. Très bien. Et juste, du coup, ça soulève de nouvelles questions. L'association vinaigre-bicarbonate, qu'en pensez-vous? Ce qui est dommage, c'est que l'un est alcalin, l'autre est acide, et que je pense qu'ils se tamponnent l'un l'autre, ils se neutralisent parfaitement, quoi. Je ne sais pas si ça a un effet... en tout cas, dans le temps, si on les fait en même temps, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je ne l'utilise pas parce que l'un est acide et l'autre alcalin. Donc, logiquement, ils se mélangent entre eux, ils font un sel et de l'eau, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Moi, je ne fais pas utiliser le mélange, en tout cas. En action mécanique, peut-être pour aider à l'entretien des canalisations, mais sinon, effectivement... Oui, peut-être parce que tant qu'il est sous forme poudreuse, le bicarbonate, il a peut-être une action un peu abrasive. C'est à peu près tout, quoi. Mais sinon, je ne vois pas. Donc, je cherchais si je trouvais quelque chose sur la varicelle, mais je ne trouve pas. Je suis désolé pour la varicelle, ça ne me revient pas. Oui. C'est trop vieux. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus attrapé, donc je ne m'en souviens plus. Et ça se trouve assez facilement. Vous trouverez bien des ressources sur le sujet. Très bien, on fera des recherches aussi de notre côté pour voir si on peut. Il faut répondre à la question.
Merci beaucoup, Monsieur Carenco, pour cette intervention. Merci, Marion. Je signale aussi que vos collègues du CEPIAS Pays de la Loire étaient participés à ce webinaire. Donc, pour les acteurs de la région, il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement en région par le CEPIAS Pays de la Loire. Merci à vous. Nous allons clôturer ce webinaire et vous allez à la clôture du webinaire, vous avez la possibilité de l'évaluer. Nous vous remercions de votre retour en répondant à ce questionnaire qui va s'afficher automatiquement lorsque nous mettrons fin au webinaire. Je ne sais pas si vous mettez à disposition, mais le diaporama est libre d'accès pour moi. Il n'y a pas de souci si vous devez le mettre à disposition de tout le monde. Oui, merci beaucoup, Monsieur Carenco. Effectivement, il sera à disposition sur le site de la Mutualité française Pays de la Loire et sur le site du Plan régional santé environnementale des Pays de la Loire, ainsi que le replay de ce jour.